Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session, quatrième de la matinée du troisième jour donc, du printemps de l'économie, dont le thème est Action, l'heure de l'engagement. Donc là, je vais avoir le plaisir d'être à côté de Michel Fouquin, mais également de discuter avec lui. Michel Fouquin est conseiller au CEPI, et donc on va discuter de la sortie de son livre qui est consacré à la dette. Alors j'ai dit mon ami Michel Fouquin, à dire vrai mon ami, mais là je lui en veux quand même un peu beaucoup, puisque en tant qu'organisateur du printemps de l'économie, j'ai choisi depuis l'origine de ne pas me mettre en avant. Je ne suis pas vraiment économiste, je le suis parce que je l'enseigne, mais je ne suis pas chercheur en économie, et donc normalement mon but c'est de laisser la parole aux experts. Mais voilà, le discutant de Michel ne pouvant pas être là, il se retrouvait tout seul, il me demande d'improviser la chose, donc je suis là dans le rôle d'une fonction nouvelle, et donc je vais discuter avec Michel Fouquin donc, de ce livre qui sort à l'instant, presque à l'instant, Michel Fouquin, ça sort chez l'Harmattan, dette publique à long terme et souveraineté nationale. Et en dessous, il y a un sous-titre quand même qui est absolument génial, parce que la dette, on en parle depuis longtemps. On en parle quelquefois avec de grandes controverses derrière, mais on parle souvent de la dette actuelle. Et là, quelque chose pourrait nous éclairer, puisqu'en dessous, le sous-titre, c'est « Enseignement des crises du XIIe au XXIe siècle ». Alors, l'éclairage du passé, qu'est-ce qu'il nous dit sur la dette actuelle? Alors, sur cette question d'actualité, ça sera la fin de mon exposé, où je prends le risque, parce que l'histoire, ce qu'il y a de bien avec l'histoire, c'est que les choses sont à peu près établies, je dis bien à peu près établies. Mais lorsqu'il s'agit de la situation actuelle et de l'accumulation que nous avons connue dans une période très courte, d'une crise financière majeure, égale à celle de 1929, une pandémie qui est la plus grave depuis la pandémie de 1918, la grippe, ce qu'on a appelé la grippe espagnole. Et puis, finalement, le retour de la guerre en Europe. On a vécu, depuis la Seconde Guerre mondiale, dans une paix relative. Il y a eu quand même des incidents de parcours assez sérieux, mais, disons, de l'ampleur qu'a pris aujourd'hui l'agression russe contre l'Ukraine et des conséquences que cela a, on vit une période de très grand chaos. J'ajoute à cela, évidemment, chose dont on a pris conscience progressivement, c'est le problème de la lutte contre le dérèglement climatique qui nous engage à mener des politiques coûteuses à long terme. Et donc, dans l'ensemble de ces facteurs exceptionnels, correspond une réponse exceptionnelle. Normalement, les États doivent vivre de leurs impôts, des revenus de leur patrimoine, et ça devrait suffire pour payer les dépenses courantes. Les dépenses courantes comme les retraites, par exemple, comme la santé, comme l'éducation. Ça fait partie de la vie normale des États de financer. Et sur ce plan-là, sur les dépenses ordinaires, doivent être financées par des moyens ordinaires. Et puis, il y a des catastrophes, des guerres en particulier. Dans l'histoire, c'est les guerres qui ont été à l'origine de la dette publique, et je vais y revenir un peu plus en détail. Oui. Le bon côté de la dette publique, et cela a été dit à la session précédente, avec quelques nuances, c'est que depuis 2008, on a réussi, grosso modo, à surmonter ces crises exceptionnelles. Et lorsque je m'apprêtais à publier ce livre, c'était au début 2022, je pensais que les choses en matière de gestion de la dette publique allaient se résoudre assez, peut-être pas facilement, mais sans trop de douleur. Patatras, arrive la crise en Ukraine qui provoque un choc inflationniste dramatique qui va changer
complètement la donne. Donc, le bon côté des dettes, c'est qu'elles nous ont permis de surmonter des crises graves. Le mauvais côté, c'est qu'elles laissent des traces. La dette, dont il faut s'assurer qu'elle soit soutenable à long terme. Et donc, c'est l'histoire. Je vais commencer par vous présenter deux aspects historiques. Le premier, c'est la naissance des dettes publiques. Qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour, on a créé cette possibilité? Et puis, le deuxième temps, je vous parlerai du cas de la France, qui est un cas particulièrement, je pense, qui vous intéressera particulièrement. C'est un pays qui fait défaut jusqu'à la Révolution française. Et depuis la Révolution française, on peut dire, alors on peut discuter toujours, qu'elle n'a pas fait défaut depuis 1797. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce pays aussi peu vertueux devienne relativement vertueux? Puis, troisième temps, je n'éviterai pas d'essayer de vous dire qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la situation actuelle pour gérer la dette des pays développés. Là, j'élargirai un peu aux pays développés pour... voilà. Et donc, pourquoi les dettes publiques apparaissent? Et cela, elles apparaissent dans les cités-États italiennes, cités marchandes, dont la richesse repose sur le commerce international, et en particulier le fameux commerce des épices. Donc Venise et Gênes, notamment, sont des cités marchandes qui vivent du commerce international. Mais le commerce international à l'époque n'est pas un commerce libre. Elle dépend des États qui jalonnent, qui séparent les cités-États des lieux de production de ces épices. Donc on doit en passer par des intermédiaires. Et les intermédiaires à l'époque, au XIIe siècle, c'est Byzance, la capitale de l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Occident s'est effondré, mais l'Empire romain d'Orient va survivre jusqu'à la fin du XVe siècle. Et Byzance a d'abord accueilli les marchands vénitiens, puis les marchands génois, puis d'autres, etc., pour faire le commerce. Et puis elle se contentait, je dirais, de taxer au passage, lorsque les bateaux passaient, de taxer plus ou moins fortement les marchands. Et puis un beau jour, elle s'est dit, mais après tout, je suis bien bête de laisser ça aux marchands étrangers, n'est-ce pas? Je vais reprendre ça en main, moi-même, pour mon propre compte. Et il se trouve qu'à Venise, à l'époque, à Byzance, à l'époque, il y a une communauté vénitienne très importante qui s'occupe du commerce, 10 000, et Manuel Ier, l'empereur de Byzance, commence à leur faire de sérieux ennuis pour les expulser. Et à ce moment-là, que décident les doges de Venise? Ils décident de se doter d'une marine de guerre pour aller frotter les oreilles de Byzance. Et donc, comment finance-t-on une marine de guerre? La marine de guerre, on commence par un emprunt forcé. C'est un emprunt forcé qui est qu'on va demander aux familles les plus riches, là pour une fois les plus riches vont être mis à contribution, alors ils n'aiment pas beaucoup payer des impôts, mais ce sont des marchands. Donc ils savent que défendre l'origine de leur richesse, ça implique de financer une... Donc ils sont au pouvoir à Venise, les riches marchands, c'est eux qui décident des choses, et c'est eux qui vont être mis à contribution une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, parce que la guerre, ça ne se résout pas, comme on le sait, du jour au lendemain. Et donc, on va arriver à une série d'emprunts forcés, et on va les transformer. L'idée va naître que ces emprunts, on ne va pas les rembourser. On ne va pas les rembourser, mais on va offrir une rente. Donc, vous versez 1000 lires vénitiennes, sur ces 1000 lires, on va vous donner du 5%. 5% par an,
mais vous ne récupérerez pas votre mise de départ. Et donc là, on a la naissance de la rente perpétuelle et de la dette perpétuelle. La dette de l'État ne se rembourse jamais, d'une certaine façon. Ou du moins, l'État n'est jamais contraint de rembourser sa dette. Mais par contre, il doit assurer le paiement des rentes. Et le problème, quand on veut assurer le paiement des rentes, c'est que quand on en émet de plus en plus, parce que les guerres continuent, en particulier, il y a une bagarre très forte entre Gênes et Venise, qui veulent tous les deux avoir le monopole du commerce méditerranéen. Venise manque de succomber aux assauts de Gênes, mais finalement s'en sort. Mais à ce moment-là, les finances publiques de Venise sont... et on commence à faire un moratoire sur le paiement des rentes. Et de fil en aiguille, je passe sur les détails parce que c'est une histoire très longue, et ça se termine comment? Ça se termine en fait, je dirais, par le fait que il va y avoir la montée en puissance de l'Empire ottoman qui va prendre Byzance, Byzance va devenir ottomane, l'ensemble du commerce oriental passe sous contrôle de l'Empire ottoman, ça c'est d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les Portugais qui ont bien vu, qui ont pensé qu'en contournant l'Afrique, ils arriveraient dans l'océan Indien et que dans l'océan Indien, ils seraient directement à la source des épices. Et donc, je dirais, pour employer un terme un peu familier, Venise se retrouve squeezée. Et donc c'est la fin, je dirais, c'est pas la fin, c'est pas la ruine de Venise, ils ont d'autres ressources, mais c'est quand même la fin de la grande Venise, etc. Ça se terminera avec Napoléon qui occupera Venise et qui réglera la question de la République de Venise qui sera ensuite intégrée à l'Italie. Voilà en quelques mots comment on a débuté à créer des dettes publiques perpétuelles et avec l'idée c'est qu'on va créer, on émet des dettes comme ça au fur et à mesure des années, ça se complique, chaque dette a ses propres garanties, etc., etc. On décide de faire un seul paquet, on crée un Monte Vecchio, le Monte Vecchio qui va centraliser l'ensemble des titres de rente, hein, on va rationaliser la gestion, etc. Et il y a un organisme qui va donc prendre en charge cela. Chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on va inventer le marché secondaire de la dette. Dans un premier temps, vous avez donné de l'argent à l'État. Très bien, c'est bien. Vous avez le droit à une rente. Très bien. Bon, mais vous avez des difficultés dans votre entreprise, dans votre gestion familiale, etc. Et vous êtes à court de liquidité. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de revendre votre titre de dette. Vous allez essayer de le revendre à des gens plus riches, plus fortunés, etc. Mais le problème, c'est qu'en général, celui qui va bien vouloir racheter votre dette, il ne va pas vouloir la payer à 100%. Comme vous êtes coincé, vous avez besoin de liquidité, vous allez accepter de la vendre moins cher, à 90% ou à 80%. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que les difficultés s'accumulent, on va s'apercevoir, et ça c'est un peu la fin du Monte Vecchio, la valeur des titres de rente finit par s'annuler. Et donc c'est un défaut. Voilà. Donc le marché secondaire de la dette se termine par une grande difficulté. Voilà pour la partie la plus historique et la plus ancienne, pardon. Et maintenant, j'aimerais aborder la question des dettes de la France sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle. La France de l'Ancien Régime est un pays qui fait, comme l'Espagne, régulièrement défaut sur sa dette. Les rois de France estiment que, ma foi, ils ont
ils sont représentants de la nation, ils sont représentants du pays, et que les financiers ne sont que de vulgaires, des gens assez vulgaires. Et donc, on n'y prête pas attention et on fait périodiquement défaut sur la dette publique. 11 fois entre le XVIe siècle et la Révolution française, il y aura 11 défauts qui sont plus ou moins graves. Je citerai à titre d'anecdote celui de 1715. 1715, c'est après la disparition de Louis XIV, qui a mené des guerres dans toute l'Europe, qui a dépensé de l'argent en veux-tu, en voilà. Et donc on se retrouve à l'époque avec une dette publique qu'on peut estimer déjà à 100% du PIB. Alors, l'estimation du PIB en 1715, c'est quelque chose d'assez sportif, et la connaissance du montant de la dette lui-même est très difficile. En fait, l'État ne connaît pas l'état de sa dette. Hein? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la royauté ne veut pas rendre des comptes sur ses dépenses. Donc les dépenses sont un secret d'État. Et évidemment, là-dessous se cachent mille et une choses qui sont plus ou moins condamnables ou utiles au pays. Et puis du côté des recettes, c'est une sorte, c'est un chaos administratif entre les différentes méthodes pour récupérer des impôts. Et donc on a des rendements fiscaux qui sont très mauvais. Quand on compare au début des guerres napoléoniennes, l'état des fiscalités des Provinces-Unies, des Pays-Bas et des fiscalités anglaises, on s'aperçoit que, toutes choses égales par ailleurs, ils arrivent à avoir 2 à 3 fois plus de rendement fiscal que la France. Alors, la France est un très grand pays, hein, rendement en pourcentage de la population. Hein. Donc, quand on compare les ressources de l'État français, on s'aperçoit qu'ils sont très mauvais, parce que le système d'imposition est très injuste, très mal fichu et très mal contrôlé. C'est un problème de collecte de l'impôt, oui, mal organisé, ou c'est un problème de consentement à l'impôt? Non, consentement à l'impôt, c'est... vous avez peut-être entendu parler de la révolte des bonnets rouges en Bretagne. Donc on a essayé de taxer les paysans bretons. Ça s'est mal terminé, à la fois pour les paysans, mais aussi pour la fiscalité. Hein. C'est-à-dire qu'on a massacré les paysans qui ne voulaient pas payer l'impôt. Donc c'est très clair. Si vous avez un non-consentement à l'impôt, vous avez la maréchaussée qui arrive et qui met de l'ordre dans la maison. Donc il n'y a pas de possibilité. Alors le problème, c'est que le système étant complexe, étant en partie délégué à des fermiers généraux qui eux-mêmes sont des financiers de l'État, etc., ils font payer très cher la collecte des impôts, etc. Bon. Donc le résultat est là, alors qu'en Angleterre, c'est déjà un système de fonctionnaires. La fiscalité anglaise est organisée par un corps de fonctionnaires, notamment les impôts indirects jouent un rôle considérable, c'est l'impôt sur la bière, c'est l'impôt sur les biens de consommation, donc l'État français est le plus puissant d'Europe à l'époque, mais en termes de fiscalité, il est pas un des plus mauvais, mais il n'est pas bon. Donc ça c'est... alors, de temps en temps, quand on fait défaut, donc c'est là que je voulais vous raconter l'histoire de 1715, on est à 100% de dette de PIB et le roi décide un lit de justice. Un lit de justice, c'est un procès, hein, dans lequel on va faire défiler tous les financiers. On en aura plus de 6000 qui vont défiler, qui vont venir avec leur titre de dette ou titre de rente, et on va examiner si ces titres sont valables ou pas. Et donc sur les plus de 6000, il y en a 4410, je crois, qui ont été annulés, avec des poursuites en plus. Et donc on a réglé une grande partie du problème de la dette en 1715 en spoliant les rentiers
qui avait fait confiance à la royauté. Donc ça, c'est pour dire qu'on est un pays. Alors, arrive la Révolution française, et la Révolution française, la première chose qu'on va vouloir mettre sur pied, c'est c'est encore assez compliqué, c'est mettre sur pied une transparence de la dépense publique. C'est-à-dire maintenant, c'est le Parlement, comme en Angleterre, qui va être chargé de vérifier le bon fonctionnement des finances publiques. Et donc ça, c'est un changement radical. Moins glorieux, il y a la dernière banqueroute de l'État français, qui est la banqueroute de 1797, dite la banqueroute des 2 tiers. Banqueroute des 2 tiers, ça veut dire qu'il y a 2 tiers de la dette qui vont passer la trappe. Alors cela dit, petite note de bas de page, j'ai l'habitude des... Il y a aussi un côté qui est intéressant, c'est que la Révolution française, dans un premier temps, reconnaît les dettes qu'a laissées l'Ancien Régime. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un changement politique radical, et la Révolution française, on ne peut pas les accuser d'avoir été tiédasses, ils acceptent de reprendre la dette royale de l'Ancien Régime, qui est énorme. Et alors, on va avoir recours à un tour de passe-passe, si je puis dire, c'est-à-dire que, comme on n'a pas les moyens de régler cette dette et de régler les rentes que l'on doit sur cette dette, on va inventer les assignats. Les assignats sont des sortes de bons d'achat pour les biens du clergé qui ont été spoliés par la Révolution française. Donc les gens acquièrent, à travers ces assignats, la possibilité d'acquérir des biens tout à fait intéressants. Et il y a des gens qui vont faire fortune là-dedans. Le problème, c'est que normalement, on aurait dû émettre des assignats pour un montant équivalent à la valeur des biens confisqués. Et non, on va en émettre parce qu'on est en guerre. Il faut dire qu'on est en guerre avec toute l'Europe. Tous les régimes, les royautés qui nous entourent se coalisent pour nous mener la guerre. Donc on est dans une situation critique. Et donc ça peut excuser cela, mais toujours est-il qu'au bout d'un moment, les assignats ont une valeur qui est nulle. Et donc tous ceux qui ont apporté leur rente pour les échanger contre des assignats ont été ruinés. Presque tous. J'ai encore dit qu'il y a toujours des petits malins qui arrivent à faire fortune à l'occasion, mais ça c'est une autre histoire. Donc on a cette histoire de l'Ancien Régime et de la dette de l'Ancien Régime qui a été en partie... Alors arrive Napoléon. Napoléon ne veut pas emprunter. Il a vu l'histoire des assignats et on va s'apercevoir qu'à la fin des guerres napoléoniennes, la France est très très peu endettée, 15% du PIB. L'Angleterre est à 200% du PIB. Donc on voit qu'il y a eu 2 stratégies différentes de financement. Du côté de Napoléon, on a mis en place un système fiscal efficace qui a permis d'assurer des rentrées importantes. Et puis de l'autre côté, on a vécu sur les conquêtes. Les conquêtes de l'Europe, des pays européens, on a imposé des tribus aux pays occupés pour qu'ils financent les troupes françaises qui les occupaient. Et donc, finalement, grosso modo, les guerres napoléoniennes n'ont pas généré beaucoup de dettes, ou très peu, si ce n'est qu'à la fin du régime de Napoléon, on s'aperçoit qu'il n'arrive plus à payer ses fournisseurs. Les fournisseurs de l'armée, il n'y a plus de sous dans les caisses. Et donc là, il laisse, en partant, il laisse une grosse ardoise pour régler tous les fournisseurs de l'armée. Autre, je dirais, mérite de Napoléon, d'une certaine façon, c'est-à-dire, d'une part, il ne s'est pas endetté, ou peu, et d'autre part, il a créé la Banque de France. Il a créé la Banque de France qui va être chargée, notamment, de gérer l'émission de monnaie, et elle va obtenir au fil du temps
le monopole de l'émission monétaire et va avoir pour mission d'assurer la liquidité du pays, c'est-à-dire de réescompter les effets de commerce des entrepreneurs. Et par ailleurs, il est chargé de veiller à la stabilité monétaire vis-à-vis des encaisses métalliques. Et donc en 1918, lorsque la Restauration arrive, la politique de la Banque de France, et on va lui reprocher assez souvent, va être une politique d'extrême rigueur en matière d'émission monétaire. On émet de la monnaie que pour autant on en a en caisse l'équivalent en métal. Donc c'est une politique très rigoureuse de la monnaie. À côté de la Banque de France, on va créer les caisses d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations qui finance ici, de même que la Banque de France, qui est un sponsor, grand mécène. Et voilà, donc ils jouent leur rôle d'éducation économique du pays. Voilà, c'est très bien, on les félicite. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque la Restauration, Louis XVIII arrive au pouvoir, la France est un pays qui est sous-bancarisé. Il y a très peu de banques. Et donc les gens, les entrepreneurs et autres, les marchands, vivent avec, n'ont pas la possibilité d'avoir recours à une banque. Et donc on décide de créer les caisses d'épargne qui, en principe, sont destinées aux gens modestes et pas aux gens les plus riches. Mais l'application, entre le projet et l'application du projet, on va s'apercevoir que c'est extrêmement utile pour l'ensemble des acteurs des actifs économiques d'avoir recours à des comptes en caisse d'épargne, et on va voir les liquidités en compte de la caisse d'épargne s'élargir de plus en plus. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que ça va être le socle financier de la République, des différents régimes de la France au XIXe siècle, et qui vont jouer un rôle essentiel lorsque on va être confronté à des crises majeures. Je n'en parlerai que d'une parce que ça serait trop long autrement. Je vais parler de la crise de 1848. La crise de 1848, c'est d'abord une crise européenne. C'est une crise européenne de l'alimentation, une crise frumentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une période climatique extrêmement désastreuse qui ont fait que les ressources agricoles disponibles pour le marché se sont réduites de manière considérable et qu'on est en face d'une quasi-situation de disette dans le pays, mais ce n'est pas seulement en France, hein, c'est à peu près dans toute l'Europe. Et par ailleurs, il y a un mécontentement populaire, notamment dans les villes, parce que les villes subissent l'effet inflationniste de la crise frumentaire. C'est-à-dire les prix alimentaires explosent et les ouvriers, artisans et autres qui ont des revenus quasiment fixes sont face à une explosion de leur... et donc sont en très grave difficulté. Et puis par ailleurs, il y a une revendication de démocratie et la première apparition du mouvement socialiste en 1848 qui va amener une révolution, donc les barricades dans tout Paris, ça on connaît, c'est une tradition, longue tradition française, et donc c'est une catastrophe économique, parce que tous les gens qui ont déposé de l'argent dans les caisses d'épargne vont se précipiter pour se faire rembourser. Ils se disent, attention, là, ça va mal tourner. Donc il y a un bank run, ce qu'on appelle un bank run, ils se précipitent. Donc à ce moment-là, la Banque de France va intervenir. La Banque de France, qui est une banque privée dont le capital a été apporté par ce qu'on appelle la haute finance parisienne. Les grands financiers d'affaires ont contribué à la construction de la Banque de France. Donc ils se réunissent, et ils se réunissent avec la Caisse des dépôts et consignations, qui a le contrôle des caisses d'épargne, et on dit à la Caisse des dépôts et consignations, écoutez, il faut mobiliser les liquidités des caisses d'épargne. Ah oui, mais la Caisse des dépôts et consignations dit, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que ces liquidités qu'on a en caisse d'épargne ont servi à acheter des rentes publiques. On a investi une partie des liquidités
déposés à vue dans les caisses d'épargne, on s'en est servi pour financer la dette publique. Et donc, ces titres de dette, on ne peut pas les revendre comme ça. Surtout en période de crise, c'est impossible de revendre ce genre de papier de rente. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la Banque de France va prendre en pension les titres détenus par la Caisse des dépôts et consignations, en échange de quoi elle lui donne des liquidités. Donc, elle sauve, d'une certaine façon, les caisses d'épargne. D'autre part, on limite les retraits en caisse d'épargne, on limite à un niveau assez bas les retraits possibles, sur une quinzaine de jours, sur un mois, etc. Donc, seuls les petits épargnants sont à l'aise avec cette mesure, et les gros épargnants, eux, ils sont coincés. Bon, c'est le deuxième façon dont on va sauver la... Et puis, oui, le troisième aspect, c'est qu'on va, faire en sorte que la monnaie de la Banque de France ne soit plus remboursable en métal. C'est-à-dire qu'il y a une suspension de la convertibilité de la monnaie pour préserver les stocks en caisse de la Banque de France. Donc, l'ensemble de ces mesures, plus la répression sanglante de la Révolution de 1948, fait qu'au bout d'un certain temps, les choses redeviennent, l'ordre est rétabli, et on repart comme avant. Voilà, c'est ceci pour dire que tout d'un coup, se révèle un système financier de la Banque de France, la Caisse des dépôts, Caisse d'épargne, qui est capable de faire face à des crises majeures. Voilà, je vais peut-être en rester là sur le cas de la France et je vais parler de l'actualité. Donc je saute un certain nombre de choses. Alors, ceci pour dire aussi quand même, pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a connu depuis la Révolution française, je crois, 11 régimes politiques différents. 11. C'est pas mal. Quelle stabilité. Et malgré tout, aucun n'a fait défaut. Donc, malgré ce qu'on pense du régime précédent, tout le mal qu'on en pense, malgré tout, il y a une chose à laquelle on ne touche pas. Enfin, touche pas. On verra ce qu'il en sera. Et donc, voilà, on a cette histoire qui est... pardon. Alors, je voudrais d'abord commencer par dire une chose. La dette de la France, la dette des pays développés, la dette mondiale, publique mondiale, est estimée aujourd'hui à 100% du PIB mondial. Alors, je suis d'accord, c'est une estimation. Qu'est-ce qu'on met sous le titre de dette publique? Là aussi, il y a des problèmes de définition. On arrive parfois à cacher un certain nombre de choses qu'on ne veut pas voir faire. Enfin, disons, en gros, on est dans une situation de surendettement à l'échelle mondiale et à l'échelle française. Alors, il y a quelques temps, en 2022, on était à 115%. Et puis, bonne nouvelle, Bruno Le Maire nous a annoncé qu'on n'est plus qu'à 111%. Donc là, il y a eu un miracle. Bon, je passe sur les raisons de cette embellie provisoire pour dire que rappeler une chose importante. Il y a donc des spécialistes, des prophètes de l'Apocalypse qui nous promettent le pire pour demain et qui nous disent en particulier la dette qui pèse sur nos enfants est terrible, elle est énorme. Les petites frêles épaules des jeunes, c'est eux qui ont cette dette sur le dos. Ah, je dis très bien. Donc ils héritent d'une dette de 3 000 milliards d'euros pour la France. Ah, ça fait beaucoup quand même. Mais ce qu'oublient ces braves gens, c'est de rappeler que par ailleurs, ils héritent aussi du patrimoine national. Et je ne parle pas du patrimoine public qui, lui, est à peu près nul. Patrimoine net,
hein, la différence entre ce que l'on a et ce que l'on doit. Donc, pour le secteur public, c'est 0, pratiquement. Hein. Donc le château de Versailles, même si on arrivait à le revendre, ça, on aurait du mal. Donc, ce dont je vous parle là, c'est le patrimoine des ménages et des entreprises. Et celui-là, il est de 16 000 milliards de dollars dont vous héritez, mes chers enfants. Hein? Donc le rapport entre la dette et le patrimoine net dont vous disposez, il est largement positif. Bon, le vrai problème ici, c'est le problème de répartition. Le problème, c'est que ce patrimoine, il n'est pas également réparti entre tout le monde et qu'en particulier, depuis 1995, il y a eu une aggravation très forte des inégalités sociales, là vous en êtes tous conscients, et ces inégalités sont nées du fait, en partie, que ce qui a pris beaucoup de valeur depuis 1995, c'est les titres financiers. Hein, si vous avez des actions, des obligations et autre chose, vous apercevez que sur les 20 dernières années, il y a eu une augmentation tout à fait considérable. Le prix de l'immobilier a flambé, etc. Ce qui veut dire que les jeunes qui arrivent auront les plus grandes difficultés à accéder à la propriété. Donc les inégalités sont un problème crucial de l'avenir. Alors, qu'en est-il de la dette? Est-ce que l'on peut faire un diagnostic de cette dette? Et je dirais, pour faire le diagnostic, il faut revenir un peu en arrière. Revenir sur les grandes tendances lourdes des 20-30 dernières années. On assiste à une baisse des investissements tendancielle sur 20 ou 30 ans. Une baisse de la croissance. Hein, on était dans des rythmes autrefois, dans les années 60, de 4 à 5%, on tombe à 1%. Baisse des gains de productivité, et ça c'est crucial. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir distribuer plus dans la population, il faut que vous arriviez à produire plus par tête d'habitants pour pouvoir se partager ce qu'il y aurait en plus. Donc on a... comment expliquer ces évolutions? Alors il y a d'une part la démographie. On est dans des pays qui vieillissent. Donc il est... et où le taux de naissance et décline. Il y a des pays comme le Japon, même comme la Chine, comme l'Allemagne, qui sont des pays en déclin démographique. Et donc ce déclin démographique, ça explique qu'on ait moins besoin d'investir dans les infrastructures, etc., etc. Il y a aussi le niveau de développement atteint. On est pour les pays développés, des pays riches, donc les besoins fondamentaux, j'ose le dire ici, mais les besoins fondamentaux sont à peu près satisfaits. Bon. Et puis, il y a une variable inconnue dont on ne sait pas très bien comment la manipuler de nos jours, c'est le changement technologique. Le changement technologique, par définition, c'est quelque chose qui est disruptif. On dit disruptif, je crois. Hein? Merci, oui. Professeur. Disruptif. Hein? L'intelligence artificielle, d'un côté, on nous annonce que ça va changer complètement les méthodes de travail et qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais on nous dit aussi qu'il y a des métiers qui vont apparaître. Mais, résultat, on est un peu dans le... Alors, dans cette situation de baisse de l'investissement, on a une épargne qui est considérable. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait, hein? Normalement, toute épargne est utilisée. Il n'y a pas d'épargne, sauf s'il y a de la thésaurisation, sauf si vous mettez sous votre matelas des billets de banque, hein, mais autrement, l'argent, il circule. Donc, s'il y a, entre guillemets, excédent d'épargne, ça veut dire que par rapport à l'investissement en matériel, à l'investissement en infrastructure, à l'investissement dans la recherche, etc., la partie qui est l'excédent va s'investir dans les produits financiers et dans l'immobilier.
C'est ça qui explique la bulle. Et l'autre aspect du problème, c'est que comme il y a beaucoup de liquidités, les taux d'intérêt chutent. Et on est arrivé au début 2022 à des taux d'intérêt quasiment nuls. Quand vous avez des intérêts quasiment nuls, vous pouvez emprunter tant que vous voulez. Normalement, ça ne vous coûte rien en termes de coût de l'emprunt. Hein? Patatras, arrive l'Ukraine. Et ce qu'on n'attendait pas, ou qu'on commençait à sentir aux États-Unis, ça va être la flambée des prix. Ça va être, on pense que le choc énergétique va entraîner une récession. Donc récession plus inflation. Autant dire une situation très mauvaise. Que doivent faire les banques centrales? Les banques centrales sont chargées de la stabilité monétaire. Leur devoir, lorsqu'il n'y a pas d'urgence immédiate comme le Covid, ça va être de réduire les dépenses publiques. Ça va être pour réduire les dépenses, ça va être de monter les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, c'est ce qui va rendre l'équation de la dette publique compliquée, parce qu'elle va se mettre à coûter de plus en plus cher. Alors qu'elle ne coûtait rien, tout d'un coup, il va falloir faire face et la rembourser avec des taux élevés. Alors ça, c'est la première approche, le premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau d'analyse, c'est de se dire jusqu'où les banques centrales vont-elles aller dans leur politique de montée des taux. Jusqu'où? Et là, on vient de découvrir, il y a un mois maintenant, que lorsque les banques centrales augmentent leurs taux, bon, bien sûr, ça a un effet de réduire l'activité économique, mais pas trop. Mais surtout, tout d'un coup, on découvre que certaines banques sont fragiles. Elles sont fragiles et elles sont fragilisées par la montée des taux. Alors, comment ça s'explique? Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la SVB, aux États-Unis, une banque de capitalisation de 240 milliards de dollars, je crois, et qui tout d'un coup fait face à un bank run. Les déposants de la Silicon Valley, des start-up qui ont mis leurs sous dans cette banque, apprennent que cette banque a placé ses liquidités en bons du Trésor américain, mais avec des taux très faibles. Et tout d'un coup, les taux que l'on offre sur le marché sont des taux qui vont monter jusqu'à 5%, et du coup, la valeur des titres anciens baisse. Et donc, potentiellement, cette banque se trouve face à des pertes financières importantes. Ce que le petit monde de la tech, etc., se transmet l'information, etc., et provoque un bank run. Alors voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Face à une crise financière, que font les banques centrales? Elles jouent le rôle de ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. Quand plus personne ne voudra prêter de l'argent à cette banque qui est en quasi-faillite ou en faillite, plus personne ne veut lui prêter, bien entendu. Le seul qui peut rattraper les choses, c'est la Banque fédérale américaine qui va mettre au panier l'argent nécessaire pour stabiliser la situation. Et donc on se retrouve aujourd'hui devant la situation où les banques centrales vont être de plus en plus prudentes en ce qui concerne la montée des taux d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'elles vont l'arrêter complètement, mais elles l'avaient fait brutalement, elles vont ralentir. Premier temps. Deuxième temps, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les prix de l'énergie sont revenus à des niveaux quasi normaux. Les prix de l'alimentaire restent encore très élevés, mais ça veut dire que les perspectives de l'inflation s'améliorent et donc le besoin de lutter contre cette inflation s'en trouve réduit. Donc on peut supposer qu'entre la rigueur budgétaire que les banques centrales aimeraient imposer et le devoir de soutenir le secteur financier, et bien finalement elles choisiront de soutenir la résilience du secteur financier plutôt que la rigueur monétaire. Mais ceci,
encore une fois, ce n'est pas tout blanc, tout noir, ça va être plutôt une question de nuance. Alors reste que ça, c'est l'immédiat, et on a ce qui nous attend dans les années qui viennent. On en a parlé à la séance précédente, et à juste titre, là, on nous a annoncé que le réarmement européen, l'Europe doit se réarmer, l'Europe doit se préparer à une guerre à haute intensité, même si on ne le souhaite pas, mais la seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer. C'est un vieux proverbe latin. Et donc, il y a ça, et puis il y a l'énorme problème du réchauffement climatique qui va exiger un engagement de l'État, des États, pour accélérer absolument les efforts faits en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien. On va prendre quelques questions de la salle. Pour nos lycéens qui ont entendu des termes qu'ils connaissent, puisque normalement, je sais pas, on a entendu marché secondaire, vous connaissez les mécanismes de la création, racheter de la dette, hein, donc je crois que tout ça, ça va. Dette brute, dette nette, on ne prend pas en compte le patrimoine. Et moi, ce qui me sidère toujours, c'est que quand on parle de la dette sur les plateaux de télé, on parle toujours de la dette brute. J'entends jamais d'économistes qui rectifient le tir en disant « et si on parlait de la dette nette ?» Il y a une explication à ça, Michel? Alors la dette nette, bon, c'est un peu une question piège. Ah, tu m'as demandé d'improviser mon rôle de discutant, ouais. Donc j'y vais. En fait, dans les statistiques, alors moi je vais me cacher derrière le FMI, hein, dans les statistiques du FMI, on a effectivement les deux séries statistiques de dette brute et de dette nette. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Voilà ma réponse. Alors pourquoi il n'y a pas beaucoup d'écart? Sauf nous qui avons Versailles et la Joconde, si je comprends bien. Non, le patrimoine public, il est quasiment négatif. Quasiment. Il n'est pas totalement, parce qu'avec toute la dette publique, évidemment, c'est plus que ce qu'on possède en termes de bijoux de famille. D'accord. Et deuxième petite question très rapide qui est souvent posée dans les cours de SES par les lycéens. La Banque centrale, prêteur en dernier ressort, jusqu'à quand? Est-ce qu'une banque centrale est solide ad vitam aeternam? Question naïve, mais question Non, mais elle est tout à fait nécessaire. Et il faut voir que la Banque centrale est une banque dite indépendante. Elle est dite indépendante. Légalement, elle l'est. Légalement, elle l'est. Et donc, on pourrait... et le gouverneur de la Banque de France, enfin, et de la Banque centrale européenne, il ne faut pas oublier que dans cette Banque centrale, il y a différents pays qui sont représentés. On va dire, il y a des pays qui sont orthodoxes, comme les Allemands, les Pays-Bas, enfin les pays du Nord en simplifiant, et puis il y a les pays du Sud, dont nous faisons en partie, à moitié partie, qui sont plus laxistes. Mais entre eux, c'est eux qui vont décider si oui ou non ils vont faire fonctionner la planche à billets. Et ils l'ont fait fonctionner. En pleine crise Covid, on a fait fonctionner massivement la planche à billets, et ceci avec l'accord des plus orthodoxes. Alors, jusqu'où peut-on aller? Alors, il est évident qu'une fois que le Covid est passé, on doit réduire toutes les dépenses qui étaient liées au Covid. Et donc, on doit revenir, l'objectif c'est de revenir aux 3%, hein, la limite que se fixe la zone euro, c'est d'avoir au maximum, en temps normal, je dis bien en temps normal, un déficit primaire qui soit inférieur à 3% et une inflation qui soit aux alentours de 2%. On va prendre quelques questions de la salle. Romain? Oui. Ah, super. Question dans la salle?
est-ce que la France s'endette sur les marchés, avec la pression que ça veut dire, plutôt qu'auprès de la Banque Centrale Européenne, contrairement, je crois, à certains pays européens? Alors, si on regarde qui détient la dette, hein, votre question c'est au fond qui détient la dette. Je dirais que, si je ne me trompe pas, qu'à 50%, c'est les autorités monétaires européennes qui l'ont en charge. Ensuite, il y a les compagnies d'assurance vie, les banques, qui se doivent d'avoir un ratio entre leurs fonds propres et leurs engagements. Et donc, elles prennent de la dette. Donc, il se trouve que la dette européenne est une dette en monnaie européenne. Ce n'est pas une dette comme entre les deux guerres, on avait une dette en dollars, comme après-guerre, on a eu une dette en dollars. C'était extrêmement dangereux parce qu'à chaque fois qu'il y avait des spéculations, des difficultés sur le marché d'échange, la dette en supportait les conséquences. Donc les détenteurs de la dette publique sont souvent des institutions financières, soit qu'elles y sont contraintes d'avoir ça, soit parce qu'elles sont la Banque Centrale Européenne et qu'elles ont pris une part importante, ou leurs délégués, hein, la Banque de France, etc. etc. Donc, la détention dans le secteur privé stricto sensu est assez limitée, à mon avis. Laurent ? Repartir de l'histoire économique sur longue période, je trouve que c'est absolument passionnant et utile parce qu'on risque d'être toujours pris par aussi à juste titre, par les contingences actuelles sans voir les permanences de longue durée. Et c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que dette publique et souveraineté, c'est bien à un moment donné la question de la confiance. Est-ce qu'il y a des invariants qui se passent ? Juste un exemple, parce que je l'avais suivi au moment où ça s'est passé, c'était la crise grecque. La crise grecque, c'est aussi parce que la dette extérieure, enfin les acteurs extérieurs n'avaient plus confiance dans les titres grecs. Conséquence, le gouvernement grec a forcé les banques grecques à acheter des titres grecs. Et puis à ce moment-là, on arrivait à une espèce de boule de neige où à la fin, la signature du gouvernement ne fonctionnait plus, a entraîné la crise du système bancaire. Et ça s'est revenu à un problème européen qui a été résolu par le write-off d'une partie de la dette tenue par les privés et la création de nouvelles dettes par le public qui revient à une forme de dette perpétuelle, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc voilà, est-ce qu'il y a on peut voir sur une longue période des espèces d'invariants sur comment la crise de confiance se passe. Juste un autre dernier exemple, la situation de la dette américaine est tout à fait intéressante parce que la dette américaine est tenue en grande partie par des acteurs non américains et en particulier par la Chine. Et donc, on a une espèce de jeu de « je te tiens, tu me tiens », sauf que maintenant, les Chinois se désengagent progressivement et créent le système du renminbi. Donc, à quel moment la crise de confiance peut arriver ? À quel moment, ça on ne le sait jamais, mais à titre historique, je dirais, si on compare la France et l'Angleterre au XIXe siècle, on a l'Angleterre qui démarre avec une dette gigantesque et la France avec une petite dette. Et pourtant, du côté anglais, il y a la confiance, du côté français, il n'y a pas la confiance parce qu'on a eu la banqueroute de l'eau, on a eu la banqueroute des deux tiers, on se dit, ce pays-là, il faut faire attention. Bon, et ça se manifeste comment ? Au moment où commence la Première Guerre mondiale, la Banque de France détient 14% des réserves mondiales d'or. C'est-à-dire pendant tout le XIXe siècle, la Banque de France a eu pour souci d'accumuler des réserves d'or. Pourquoi ? Parce qu'elle craint de perdre la confiance du public. Et donc en ayant un stock d'or considérable, l'Angleterre n'a pratiquement pas d'or. Pourquoi ? Parce qu'elle a une monnaie internationale qui est reconnue internationalement parce que sur sa dette, elle a été hyper orthodoxe.
Donc ça se construit. Et on s'aperçoit que le manque de confiance du côté français, c'est un phénomène qui dure jusqu'à nos jours. Hein, et remarquez aujourd'hui les pays d'Amérique latine, qui sont les pays qui de nouveau sont en situation de détresse financière. L'Argentine, c'est, je dirais, tous les 10 ans, fait faillite. Le Venezuela, on n'en parle même plus. Le Brésil n'est pas dans une situation très très bonne. Alors que quand on regarde du côté des pays d'Asie, on a traditionnellement eu beaucoup moins de crises, parce qu'il y a une certaine, je dirais, alors c'est de la culture, c'est l'histoire, c'est ce que vous voulez, qui fait que en Asie, les dépenses publiques sont beaucoup mieux contrôlées que dans les pays latino-américains, notamment l'Argentine, qui est peut-être l'archétype du pays qui fait n'importe quoi en matière financière, si je puis. C'est un pays magnifique, cela dit. Hein. Bien, je pense que vous avez certainement encore d'autres questions, mais il est 13h et je pense surtout à nos équipes vidéo là-bas qui sont à pied d'œuvre du matin jusque tard le soir et qui vont reprendre à 14h. D'ailleurs, je vous salue pour la qualité de la retransmission, la qualité de l'image. Bravo à toutes et tous. Par contre, si vous avez d'autres questions, on peut se retrouver en petit comité à l'extérieur pour questionner Michel. Et puis, il y a un très beau livre que vous pouvez vous procurer. Et puisque le grand maître est là, eh bien, une petite signature. C'est toujours un moment sympathique. Merci Michel.